Donc, pour ceux qui sont restés avec nous, ou du moins qui ont transitionné vers l'interweb, je te propose ça cette semaine parce que je me rends compte... Bon, dans le monde du hockey, là, il y a comme une mode à la reconstruction, là, puis il y a le balado du Snake et de Mathias qui en parle vraiment de manière intéressante et extraordinaire. Donc, non seulement je vous encourage à l'écouter, mais à voir aussi qu'il y a un pont à faire avec la NFL, je trouve. Dans une industrie où le scouting, là, pardonnez-moi le terme anglais, est de plus en plus important. Les programmes sont de plus en plus définis autour de la projection des athlètes. On le voit dans le college football, dans la NCAA. Les athlètes qui jouent universitaires jouent et sont traités comme des professionnels. Ce qui fait en sorte que lorsqu'ils arrivent dans la NFL, ils sont préparés à cette espèce de jungle qui est devenue la NFL. Et on se rend compte qu'il y a des projets qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Et avant, Sacha, d'entrer dans le vif du sujet des reconstructions, j'aimerais quand même apporter un point, du moins une différence qui est importante, je trouve, c'est-à-dire, à mon humble avis, il y a une différence entre une reconstruction et une transition. Une transition qui est moins étalée dans le temps, qui, avec une transaction ou un seul choix au repêchage, peut permettre à une équipe de milieu de peloton ou de tête de rester dans le premier tiers, donc, de la NFL. Je te propose donc, Sacha, d'y aller avec les caractéristiques et les équipes auxquelles j'associe les reconstructions, les transitions, puis on en jase après, juste pour que tout le monde puisse partir sur les mêmes bases. J'aime ça. Et là, j'ai basé mon truc au cours des 6 dernières années, donc le repêchage de 2020, qui pour moi a été le lancement de cette nouvelle vague dans la NFL. Donc, pour moi, les bonnes reconstructions. Les Bills, les Bengals, les Commanders et les Lions. Les bonnes reconstructions en cours. Les Pats, les Broncos, les Raiders, les Bears et les Falcons. Les mauvaises reconstructions, les Dolphins, les Jets, les Jags, les Giants et les Panthers. Les bonnes transitions qui ont fonctionné, les Chargers, les Chiefs, les Ravens, les Niners, les Rams, les Packers et les Buccaneers. Et les mauvaises transitions, les Cowboys, les Cardinals, les Vikings et les Steelers. Puis je place les Steelers et les Vikings parce que pour moi, la position de carrière est névralgique et on n'a pas trouvé nécessairement là, de juste milieu pour la saison en cours. Donc, je te passe le bâton, Sacha. Quel projet t'aimes et quel projet t'aimes pas dans ce que je t'ai nommé? Écoute, avant de répondre à ta question, parce qu'on va en parler en long et en large, c'est intéressant parce qu'au lancement de cette plateforme qui est chaos-sport.tv, on a croisé Simon Snake Boisvert, avec Mathias, le balado Mathias et le serpent. Puis pour ceux qui... Parce que Simon vient nous voir et il dit « Sacha, j'aimerais ça être avec vous autres pour un jour, puis un jour on va l'inviter, puis on aimerait ça venir l'inviter. » Puis je dis « T'es-tu fan de foot? » Je suis un maniaque de football. Et ma question, tu te rappelles, c'est qui ton équipe préférée? Moi, c'est toutes des équipes qui sont en reconstruction. Fait que c'est que de là, je pense que ce sujet de reconstruction-là m'intéresse parce que quand il a dit ça, ça m'a fait réfléchir. C'est vrai que on en parle beaucoup au hockey des reconstructions, mais au foot, c'est pas nécessairement un terme qui est, selon moi, autant utilisé publiquement, mais par les gestes des équipes et par leur choix de repêchage, on le voit. Moi, quand tu me nommes, mettons, des équipes qui ont bien travaillé, là, on parle de reconstruction, on parle de transition présentement. C'est ton terrain de jeu. On peut commencer, si tu veux, avec les reconstructions. Puis là, juste pour qu'on soit clair, une reconstruction, pour moi, là, c'est des équipes qui ont obtenu des hauts choix au repêchage, donc 1, 2, 3, 4, 5, qui ont été dans les abysses du classement et qui, là, présentement, profitent d'une certaine stabilité. Ouais. Donc, par exemple, les Bills, les Bengals, les Commanders, les Lions. C'est ça. Moi, je trouve les Lions de Détroit pour moi, c'est un exemple de reconstruction franchement réussi. Puis là, les mauvaises langues diraient « Oh, mais ça faisait 20 ans que tu es en reconstruction, il t'attend que ça marche. » Ils n'ont pas tout à fait tort. Mais pour moi, la période de reconstruction commence avec l'embauche de Dan Campbell, l'entraîneur-chef. Complètement. Okay? Si je peux le nommer comme une période dans le temps où est-ce que ça commence pour moi, c'est là. Et pourquoi j'ai aimé cette reconstruction-là? Ben, pour plusieurs raisons. Je vais y aller un peu dans le désordre.
entraîneur-chef et directeur général. Je pense que l'embauche de Brad Holmes a été un succès parce que c'est un DG qui n'a pas froid aux yeux. Et il a pris des mauvaises décisions, mais il n'a pas peur de faire des gestes. Puis on va y revenir après à l'échange en question qui a peut-être marqué la reconstruction de cette équipe-là. Mais aussi l'arrivée de Dan Campbell, qui est arrivé en instaurant une culture. Et ça, on pourrait en reparler longtemps, mais la culture dans le sport, dans un sport d'équipe surtout, c'est pas juste important, c'est essentiel, c'est primordial. On suit le Canadien de Montréal. Le travail que Martin Saint-Louis a fait puis Jeff Gorton puis Kent Hughes ont fait, toute leur équipe, d'instaurer cette culture-là à Montréal. On a vu les résultats l'année passée avec une place en série. Dans le foot, c'est pas différent. Première année de Dan Campbell, là, moi je l'ai pas devant moi, Nick, là, mais ils ont-tu gagné quoi, 1 match? 2 matchs, les Lions? Je pense qu'ils ont gagné le dernier match de la saison. Et c'était pas une saison facile, là. Puis à chaque conférence de presse, Campbell disait « J'y crois, ça s'en vient, je le vois. » Et donc, entraîneur-chef, directeur général. Deuxième geste, la patience. De la patience. OK? De ne pas succomber dans l'impatience des partisans. Les partisans de sport, quand ils sont sur Twitter /X, là, on perd un peu la raison. Là. Je regarde des fois les commentaires durant les matchs, autant de hockey que de foot, que n'importe quoi. Puis ça, c'est peu importe quelle équipe. C'est quand même impressionnant comment les gens sont émotifs. Fait que la patience, puis je pense que dans le cadre d'une reconstruction, de le jouer de manière conservatrice, en disant on va repêcher, ça va bien aller, je pense pas que c'est le bon geste. Puis faut pas confondre patience avec audace. Et acharnement. Et acharnement, ouais. Puis pour moi, le directeur général des Lions, quand il a échangé Matthew Stafford aux Rams, il est allé chercher plusieurs actifs en échange. Puis là, il faudrait que tu les nommes. Pour vrai, je ne l'ai pas devant moi parce que là, on parle, mais si on peut sortir qui qu'on est allé chercher chez les Lions avec ça, on est allé Jared Goff, le carrière des Lions actuellement, qui, Jared Goff, était oublié. Là. Aux Rams, on le voyait plus comme le carrière du futur, ancien choix de premier au total. Puis il se fait échanger en échange de Matthew Stafford, qui est un des meilleurs carrières d'avoir joué dans la NFL. Je l'ai ici, Sacha, si tu veux. Là. Vas-y, on va nommer les gars. OK, puis là, c'est aussi avec la conversion de ce que sont Moi, je veux voir la choix. Conversion, c'est ça. Qu'est-ce que c'est devenu? Donc, les Lions ont obtenu Jared Goff. Oui. Un choix de premier... c'est ça, 2 choix de premier tour 2022-2023 et un choix de 3e ronde qui sont devenus Jahmyr Gibbs, Sam Laporta et Jameson Williams. Et donc, voilà. Donc, en ce moment, tu me dirais, on échange Goff pour Matthew Stafford 1 pour 1. Ça me paraît... Bon, chacun a son carrière. Puis les Rams, écoute, ils ont été gagnés un Super Bowl avec Matthew Stafford. Fait que ça a été profitable pour eux. Mais en plus, ils sont allés chercher Gibbs, Laporta, Jameson Williams. Gibbs, leur porteur de ballon principal. Laporta, leur ailier rapproché partant. Puis Jameson Williams, un de leurs receveurs partant, qui est celui qui est vraiment spécialiste pour... Qui est numéro 2, le 2-3 hybride. Ajoute à ça le repêchage de Monroe St. Brown comme receveur de passe, qui n'était pas un choix... top 5 là, à Monroe St. Brown. Là, donc, t'as Sewell, puis t'as Hutchinson. Mais... La ligne offensive que tu bâtis avec mais cet échange-là, sans cet échange-là, les Lions sont aussi dominants qu'ils le sont? Peut-être pas. Mais ça a pris du gars de faire cet échange-là. Mais t'es en reconstruction. C'est pour ça que je trouve que l'audace qu'ils ont montré, c'était calculé, puis ils ont été chercher un carrière pour mener cette équipe-là. Puis ils ont été chercher des Hutchinson en repêchage, des Sewell, d'autres pièces manquantes en repêchage et des transactions qui font du sens. Fait que pour moi, c'est mission réussie. Tu parles du travail des DG. Là, puis, le DG par excellence, dans mon livre à moi, c'est Howie Roseman avec les Eagles. Les Eagles, pour moi, font partie de la catégorie de transition parce qu'ils ont gagné un Super Bowl, mais n'ont jamais été dans la cave vraiment. Et là, présentement, sont l'une des 2-3 meilleures équipes de la NFL. Puis, le travail de Roseman au repêchage a été le meilleur travail, probablement de la meilleure décennie. Là. Je te nomme la liste là, de certains joueurs qui ont été repêchés par les Eagles depuis 2020. Jalen Hurts, Devontae Smith, Landon Dickerson, Milton Williams, Jordan Davis, Cam Jorgens, Jalen Carter, Nolan Smith, Sidney Brown,
Quinnen Mitchell, Cooper DeJean, Will Shipley, Jade Campbell, Mailata également, tous des joueurs. Incroyable. La liste que tu viens de nommer, elle est incroyable. Ben, ce sont des joueurs qui font partie du noyau dur des Eagles. Et là, je t'ai pas nommé Barkley, je t'ai pas nommé Brown, qui ont été donc des acquisitions. Mais au repêchage, tu vois que le travail de dépisteur et de recrutement de cette équipe-là a été sans faille. Tu sais, c'est beau, là, comme les Dolphins, signer des gros contrats. Tyreek Hill, mon Dieu, on l'échange contre plein de choix. On embauche Tua Tagovailoa. On embauche McDaniel, qui est le coach de l'heure à l'époque. Rappelle-toi, on parlait de lui comme un prodige. Oui. Mais tes fondements... Puis tu sais, les Eagles, là, ont pas peur de repêcher des joueurs de ligne offensive, Non. de ligne défensive très, très tôt. Pourquoi? Parce que c'est à la base de ton succès. Exactement. C'est la base du succès. Puis ton point est extrêmement valide. Tes choix, tu sais, quand t'es en reconstruction, là, pour ceux qui, tu sais, on a des gens qui nous écoutent, c'est des fans finis de foot, là. C'est des gens là, qui connaissent leur foot super bien. Puis il y en a d'autres que, j'avais vu un commentaire la semaine passée, quelqu'un qui dit j'étais un fan amateur de football. Ben, je pense qu'une différence fondamentale pour moi entre le hockey et le foot, c'est qu'au foot, au hockey, quand tu repêches un gars en 3e, 4e ronde, c'est un projet, puis les chances qu'il joue dans la ligue, selon plusieurs experts, sont pas très élevées. Dans la NFL, quand tu repêches un joueur en 3e ronde, très bonne chance qu'il soit un partant. Milton Williams, choix de 3e ronde, héros du dernier Super Bowl. Et voilà. Quand tu repêches un joueur 3e ronde, c'est un joueur d'impact dans ton équipe dès l'année 1. C'est le but. Donc, le repêchage dans le foot est tellement, tellement important. Puis quand tu reconstruis une équipe, tu as besoin de bien sélectionner ces joueurs-là, puis d'aller bâtir une équipe complète qui va t'aider. Surtout, puis tu l'as dit, tes lignes offensives, tes lignes défensives, c'est le cœur, c'est ton noyau. Oui, la position de carrière est importante, mais une fois que tu l'as. Mais une fois que tu l'as, mais même si tu l'as, si tu le protèges pas... Ouais. Regarde Burrow. Puis c'est pas capable de donner un jeu de course, ça complexifie son travail. Donne à ton carrière l'environnement pour réussir. Puis ça passe par... Moi, là, quand j'écoute les repêchages de la NFL, les équipes qui repêchent des joueurs de ligne offensive, défensive en première ronde, là, j'aime ça, Nick. Là. J'aime ça parce que ça l'envoie le bon message. Je bâtis par la protection, par établir le jeu de course. Je sais que tu es un agent et non un DG, mais si tu avais à rédiger là, le guide de la reconstruction parfaite, là, ouais. Ce serait quoi tes 3 premières règles d'or? Numéro 1, patience. Numéro 2, d'investir des ressources innombrables dans ton analyse dans le cadre du repêchage. Le repêchage, ça passe par là. Parce que, tu sais, tantôt, on parlait des Lions, là, puis on parlait des joueurs qui ont été cherchés en échange de Goff. Ça, c'est, pour ce qu'on se comprenne, là, à part Jared Goff, c'était tous des choix. Les choix sont devenus ces joueurs-là. Donc, ils ont-tu bien repêché les Lions ou pas? Ils ont extrêmement bien repêché avec ces choix-là. S'ils repêchent mal avec ces choix-là, c'est tu veux qu'ils fassent? Tu sais, dans le sens, ils vont pas avoir le même alignement. Fait que ça, c'est le, pour moi, numéro 2. Puis numéro 3, c'est créer le bon environnement pour évaluer tes joueurs. Okay? Je vais raconter une petite anecdote avec ça. Quand Laurent du Vendée Tardif s'est fait échanger aux Jets, il y avait un intérêt des Jets à aller le chercher, mais pour ceux qui suivaient ce dossier-là, les Jets n'étaient pas en position de faire les séries. Ils venaient de repêcher Zach Wilson l'année d'avant ou cette année-là, mais ils avaient identifié une faiblesse à garde à droite. Ils avaient identifié une faiblesse à cette position-là dans leur alignement partant. Et une des raisons principales pour laquelle ils ont été chercher Laurent, c'est qu'ils estimaient qu'il était une amélioration sur la position de garde à droite et ça leur permettait de mieux évaluer leur carrière et leur équipe en général. Et, bon, ça n'a pas marché. Joe Douglas, dans le sens, Laurent a bien fait ça, mais les Jets, ça n'a pas été comme ça. Ils voulaient, Zach Wilson n'a pas donné ce qu'il a voulu. Bref, ça n'a pas été pour les DG non plus. Mais la logique, elle est bonne. Dans le sens, si tu as un jeune carrière repêché 2e au total, en Zach Wilson, tu essaies d'établir un jeu de course solide avec des bons porteurs de ballon. Si tu n'as pas la ligne offensive pour le faire, ça ne marchera pas. Puis, je dis ça, pas juste pour les joueurs sur le terrain.
l'entraîneur-chef pour bâtir autour, tu as besoin de cette stabilité-là. Tu as besoin de mettre les joueurs en bonne position de réussir. Fait que pour moi, la patience. 2, de repêche bien. Et 3, c'est de créer l'environnement pour évaluer tes gars et de les mettre dans les meilleures positions pour réussir. Si tu fais ça, moi, je pense que tu vas avoir une recette de succès. Puis, regarde, on parle de foot. Pour ceux qui j'aime faire des parallèles avec le hockey, puis c'est ce qu'on connaît beaucoup ici au Québec. Canadiens de Montréal, sont-ils patients? Très. Ils ont-tu été chercher des bons joueurs au repêchage? Ça va quand même pas se pire dans les dernières années. Puis, est-ce qu'ils créent un environnement pour réussir? Ben, entre Martin Saint-Louis puis entre tous les autres, oui. Donc, c'est pas pour rien qu'ils connaissent du succès. Là, j'espère pas des jinx comme j'ai jinx les Packers, par exemple. Là, je te dis ça, là, t'imagines-tu comment ça serait terrible? Mais bref, tout ça pour dire que ce serait ça mes 3 points là, pour une reconstruction. Et sais-tu ce que j'aime, juste pour revenir au cas des Eagles, parce que pour moi, hyper intéressant et révélateur, là, c'est que, tu sais, on entend parfois, puis tu es un agent, là, tu parles avec beaucoup de directeurs généraux, tu sais. On les entend souvent à l'entrevue, même des recruteurs dire nous là, on a trouvé la pépite. Le gars là, de l'université Florida International, personne ne l'a vu, là, mais nous, on l'a vu. Les Eagles ne se compliquent pas la vie. Je te fais la liste des 2 premiers choix de chaque repêchage des Eagles depuis 2021. En fait, je ne te nomme pas les noms, mais d'où ils viennent. Parfait. Alabama, Georgia, Nebraska. Georgia, Toledo, Iowa, Alabama, Texas. Fait que tu veux des professionnels qui savent comment gagner, qui ont été développés dans des systèmes gagnants et sérieux, puis regarde ce que ça fait. Après 1 an ou 2, ils sont capables de performer dans des grands matchs. Puis à ton point, des fois, les équipes, moi, je pense qu'ils surréfléchissent. They overthink, comme on dit. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, regarde, on se complique pas la tête. Bon joueur, bon système, bon programme. Est-ce qu'il coche les cases au niveau d'attitude, personnalité, tout? Oui, priorise ça. À l'inverse, puis là, je vais prêcher pour ma paroisse. Oui. Ça fait... Tu sais, je suis très choyé de pouvoir continuer à être agent d'athlète dans le football. Ça fait 12 ans maintenant que je fais ça. Puis ma niche a toujours été joueur universitaire canadien. Et ce que j'aime de représenter les athlètes des universités canadiennes, c'est le fait qu'ils ont un potentiel. Ils ont une capacité de se développer encore grande, même après leur carrière universitaire. Pas tous, comme n'importe quoi, mais les joueurs comme Laurent, des joueurs comme Anthony Auclair, des joueurs comme Mathieu Betts, Eli Bouka, des gars qui ont progressé après leurs années universitaires. Et là, regarde Théo Bennedette. Il faut que j'en parle, parce que Théo Bennedette, un de mes clients, en toute honnêteté, mais qui a joué à UBC et qui a été signé avec les Bears, et en fin de semaine, a été partant pour son premier match. Ouais. Bloqueur à droite, et après ça, durant le même match, il envoie bloqueur à gauche. Et a connu un fort match. Et pour moi, ce qui est important, c'est de ne pas surréfléchir, mais aussi d'analyser les joueurs pour ce qu'ils sont et le potentiel qu'ils ont. Des fois, les équipes pensent qu'ils vont repêcher un joueur puis vont le transformer, mais il a peut-être frappé déjà son plafond. Mais il y a d'autres joueurs, comme les joueurs que je mentionne dans l'universitaire canadien, surtout, puis il y en a d'autres aux États-Unis qui n'ont pas atteint leur plein potentiel, puis de voir cette projection-là, c'est tellement une qualité rare dans le sport professionnel. Puis quand tu ne te trompes pas là-dessus, par exemple, tu peux te retrouver avec des belles histoires. Vraiment intéressant, Sacha, puis je suis convaincu qu'on aura l'occasion d'en reparler si le Snake vient nous rendre visite. Le temps passe. Je te propose, pour conclure l'émission, comme c'est la tradition, d'y aller avec nos prédictions respectives en vue de la semaine qui s'amorce. Pas une grosse semaine, là, disons-le franchement. C'est pas, non. C'est pas la semaine la plus excitante là, du calendrier de la NFL. Les Falcons, les Bears, les Packers et les Steelers en congé. Ça commence jeudi avec un affrontement Niners-Rams à LA. Je continue avec les Rams. Je les aime, les Rams. Je Moi les aussi. aime. Je pense qu'ils sont sur une bonne lancée. Puis Nakua, il est tellement bon. Stafford joue du gros foot. Moi, j'irai avec les Rams. Niners aussi, on a vu avec les blessures qu'au dernier match, il y avait certaines failles. Ouais. Les Vikings du Minnesota affronteront les Browns de Cleveland à Tottenham, en Angleterre. Un autre match en Europe pour les Vikings. Question de passer notre dimanche devant la télé de 9h à minuit et demi. Ouais,
Je vais y aller avec... c'est un match difficile à choisir, mais je pense que je vais y aller avec Cleveland. Ah oui, dis-moi pourquoi. Ben, c'est comme... Tu sais, on a vu un commentaire... J'ai vu un commentaire l'autre fois qui était super pertinent d'un auditeur qui disait... Au dernier balado, on prônait la patience, puis en même titre, on pensait que J.J. McCarthy, c'était un flop, c'est après 3 semaines. Fait que c'est vrai que des fois, il faut se poser la question. Je pense que Carson Wentz peut encore faire le travail, mais il m'a pas super convaincu dernier match. Moi, je pense que Cleveland ont une bonne défensive, puis ils sont capables de surprendre dans ce genre de match-là. Je sais pas, un feeling, je vais aller avec Cleveland. Okay. À l'inverse, moi, je vais pour Minnesota. Une défense trop explosive, trop productive, trop compliquée à jouer contre, comme le veut l'adage. Donc, les Texans de Houston seront à Baltimore pour affronter les Ravens. Je peux te donner comme 2 réponses? Ben, t'as 2 choix d'équipe, fait que ça dépend. OK, regarde, c'est correct, là. Je vais faire une. OK. C'est que j'allais dire, si Lamar Jackson joue Baltimore, s'il joue pas Houston... Okay, mais disons qu'il joue, parce que les chances sont davantage pour qu'il joue. Baltimore. OK, on est sur, le même, sur la même chanson. Les Dolphins de Miami en Caroline pour affronter les Panthers. Oh. Ça, je te dis, c'est pas une grosse semaine. Si vous allez aller aux pommes, c'est en fin de semaine. C'est plein de gens qui vont écouter, ils vont dire « Hey, les pommes, c'est le fun, les pommes. » C'est fun, les pommes. Pas de Macintosh de saison, là. Je vais y aller avec Miami. Sans Tyreek Hill? Sans Tyreek Hill. OK, je vais avec les Panthers parce qu'il y a de quoi. Il y a de quoi avec les Panthers à domicile. Je sais pas. Les Raiders Las Vegas à Indianapolis pour affronter Tech Colts. Indy, baby. Indy. Ouais, moi aussi, je vais pour Indianapolis à domicile en plus. Ouais. Les Giants de New York seront à la Nouvelle-Orléans pour affronter les Saints. Tu en as parlé précédemment. Jackson Dart. Ouais. Je vais aussi pour les Giants. Non, je te dis ça. Je pense avec les Saints, Sacha. Voyons donc. Oh ouais, juste pour te... Puis tu sais, je sais pas, il y a comme la confiance de Dart que je suis pas convaincu. Les Saints à domicile. Ah, il était un peu, hein, Jackson Dart. Ouais, tu sais, la défense des Saints peut quand même... c'est tellement compliqué. C'est les 2 pires équipes de la Ligue. Mais avec les Saints. Les Cowboys de Dallas en visite à New York contre les Jets. Cowboys. Moi aussi, tellement convaincant. Je les voyais pas là du tout, les Cowboys. Prescott m'impressionne, Pickens m'impressionne. Pas de défense, mais on marque des points. Moi, j'ai juste une chose à dire par rapport à ça. Moi, j'ai un pari avec un chum là, qui est fan des Cowboys fini. Okay. Si les Cowboys se rendent à, je pense, 7 victoires, je dois un lunch. Fait que toute la saison, je vais vouloir qu'ils perdent parce que je vais me faire payer un lunch. Mais cette fois-ci, je dois admettre que les Cowboys, ils vont gagner contre les Jets. Okay. Gros duel, les Broncos de Denver contre les Eagles à Philadelphie. Eagles. Ouais, j'y vais aussi pour les Eagles. C'est une domination. Hey, j'entends plein de monde là encore là, dire que Hurts n'est pas un top 5 QB puis que ses stats, il gagne. Point barre. Tout le temps. Il gagne des matchs au gagner. Les Titans du Tennessee en visite en Arizona pour affronter les Cards. Et là, à un moment donné, les Cards vont me donner raison. Là. J'arrête pas de les choisir. Puis depuis ce temps-là, ça va mal. Fait que j'allais avec Arizona. Tu penses quoi du Jersey Fighters? Ah, j'ai pas aimé ça. Moi, j'ai pas aimé ça. Tu vas dire, je suis biaisé. Mais le petit beige, le petit beige blanc crème, je suis pas contre. Mais aussi, je vais pour les Cardinals. Les Titans, c'est un peu plus compliqué que ce que j'aurais pensé en début d'année, mine de rien. Les Buccaneers de Tampa Bay, tu en as parlé précédemment, contre les Seahawks à Seattle. Je vais avec Tampa. Tampa va poser la surprise. Avec Tampa sur la route. Les Lions de Détroit contre les Bengals de Cincinnati. Un duel qui aurait été fantastique si le QB des Bengals aurait été en uniforme. Mais là, c'est triste, pareil. Ça va être les Lions. Les Lions aisément? Aisément. C'est pas mal la certitude de la semaine, hein, les Lions? Je pense que oui. Si t'avais un choix de... Dans mon Survivor, je les garde encore en vie, les Lions. Okay. Les Commanders de Washington à LA pour affronter les Chargers. Ah non, Harbaugh n'en perdra pas 2 de suite comme ça. Chargers vont aller remporter ce match-là. Je le pense aussi pour les Commanders. Mon Dieu que c'est compliqué. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Le match de la semaine, à mon humble avis, le dimanche soir, les Pats contre les Bills à Buffalo. Puis je dis match de la semaine, je sais que les Pats ne sont pas encore qu'ils seront dans quelques années, mais
Mais je Pour les moi, aime. Drake May est le prochain Josh Allen. Je les aime, Drake May. Ben, j'aime ce qu'ils font à New England. Ouais. J'aime beaucoup Vrabel. Je vais y aller avec Buffalo, par contre, à la maison. Ouais. Moi aussi, mais dans la qualité de ce match-là, je pense que c'est le genre de match dont le pointage ne reflètera pas la qualité du match. Ouais. Mais je vais aussi avec les Bills. Ouais. Et on finit cette 5e semaine d'activité à Jacksonville, alors que les Chiefs affronteront les Jaguars. Ouais, non. Moi, j'embarque pas dans le train de Jacksonville. Les Chiefs vont aller. Les Chiefs sont pas morts. Grosse victoire en fin de semaine. Chiefs sont toujours là, puis je pense pas que Trevor Lawrence va battre Patrick Mahomes. C'est fou comment, lorsque Mahomes et ses receveurs sont au diapason, ça change complètement l'allure d'un match. La confiance. Ils ont joué avec confiance en fin de semaine. Ils étaient comme, hey, regarde, on est encore là, nous autres, puis oublie-nous pas. Ça va être. Regarde, tantôt, on parlait des places en série. Là, je pense qu'on demander pour les Texans, là, rapidement. Quand tu regardes ça, dans la AFC West, tu as Chargers, Broncos, Chiefs. Je pense que les 3 font les séries d'une certaine façon. Ouais. Après ça, tu ajoutes les 3 autres gagnants de division. Dans les 3 autres divisions, tu es rendu à 6. Puis je pense que soit les Steelers ou les Ravens vont les faire. Fait que tu es rendu à 7. Fait que je pense que les Chiefs vont être encore là, puis ils vont encore avoir une chance de se rendre de se rendre loin. Il ne faut pas les négliger. 60 minutes plus tard, Sacha, c'est ce qui met un terme à cet autre épisode des Chaîneurs. Yes! Good job, Nick. C'était cool. Évidemment, Merci. c'est le fun quand t'es là. C'est sûr. Mais Il y a une présence qui fait que... il y a une présence qui manque. Les gens vont le sentir. Je pense qu'en régie, ils me l'ont dit tantôt quand on a commencé. C'est plate que ce soit juste toi aujourd'hui. Mais j'ai dit, regarde, c'est ce que c'est. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Nick, qui le fera. Puis regarde, on se reprendra la semaine prochaine, une autre grosse semaine de foot qui va nous attendre. Puis merci encore à toi d'être là puis d'être fidèle au poste malgré tes affectations avec la presse Québec cette semaine. Merci aux gens qui nous écoutent. Pour vrai, ça fait vraiment chaud au cœur. Et merci Mise au jeu pour le support. Puis on se dit à la semaine prochaine. Merci Sacha. Bon football. Merci Nick.